Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 6e épisode, un milieu de vie personnalisé. Je suis Annick Leclerc, conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le 6 de la Côte-Nord, mais surtout une fière passionnée par le sujet. Je vous présente la Wayne Gretzky de l'implantation, Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bienvenue, Audrey. Merci, Annick. Toute qu'une présentation. Wayne Gretzky, c'est pas rien quand même. Audrey, j'ai envie qu'on commence tout de suite par la question des proches aidants. Donc, je te laisse la parole. Donc, la question de cet épisode, sera-t-il possible de personnaliser la chambre de notre proche? C'est une question quand même assez précise sur un thème très global, mais on va commencer avec ça. Oui, absolument, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un milieu de vie, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est toute la philosophie qui va se vivre à travers ces murs-là. Donc, Audrey, ça va être possible? Tout à fait. Je pense qu'on peut répondre tout de suite à cette question-là. C'est même encouragé, en fait, de personnaliser la chambre des résidents parce que, particulièrement ceux qui sont confus ou qui ont des pertes cognitives, ça va être plus facile de reconnaître leur propre chambre. Ça va aussi être des objets qui sont significatifs. T'sais, au niveau de l'accueil, quand tu arrives, on l'a déjà nommé, mais quand tu arrives et tu as des objets significatifs déjà dans ta chambre, ça te permet d'avoir un plus grand sentiment d'appartenance. Ça permet peut-être aussi de réduire un peu l'anxiété là, qui vient avec tout ça. Définitivement, ça va être possible. Oui, puis c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on va voir dans la personnalisation des chambres, tu sais, de retrouver, par exemple, une douillette que la personne a eue depuis des années dans son milieu, dans sa maison, sur son lit, où on va voir des photos de famille, on va voir différentes choses. Comme tu as dit, je pense que ça vient faire le pont avec l'importance de bien accueillir les gens. Donc, d'ouvrir cette possibilité-là, de dire ici, c'est chez vous. Puis, il y a plein de choses qui se font et qui vont devoir se faire aussi dans l'avenir. J'aimerais ça que tu m'en parles, Audrey, parce qu'on a plein de beaux exemples de ce qui se passe au Québec présentement. On se parle évidemment au point de vue provincial. As-tu des idées? Tu sais, moi, c'est sûr que je travaille plus pour les maisons des aînés, maisons alternatives, où on arrive dans des milieux qui sont déjà beaux, mais en CHSLD, on a vu quand même des très belles idées ressortir de comment on peut rendre ça plus un milieu de vie à partir de ce qu'on a déjà, qui sont souvent des anciens couvents ou des anciens hôpitaux. Des idées vraiment très bonnes qui ont ressorti, de mettre des tapisseries dans les fonds de corridors, parce que qu'est-ce qui est problématique souvent, c'est que les gens qui font de l'errance comprennent pas qu'il y a un fond de corridor puis qu'ils pourront pas sortir, il y a une porte, ils vont jouer après, la porte est barrée bien évidemment, mais fait qu'ils vont rester là, ils vont se frustrer, ça va causer des troubles de comportement. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des tapisseries sur les portes dans les fonds de couloirs là, ou même dans les couloirs tout simplement, qui vont rappeler que ça peut être une forêt, ça peut être un peu n'importe quoi, là, ça peut être un marché, ça peut... Ils mettent un marché, une tapisserie de marché avec 2 petites tables et des chaises. Fait que les gens s'assoient là, ils retournent de bord, ils continuent à marcher ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment une des bonnes idées là, qui est ressortie. Là. Oui, puis moi, j'ai visité un CHSLD qui m'a vraiment impressionnée, en fait. J'ai vu des endroits où il y avait créé des mini-espaces à différents endroits, là, à travers un corridor, au bout d'un corridor ou dans un aire commune ou quelque chose. Puis, ils recréaient un espace existant. Tu sais, par exemple, une balançoire, tapis gazon, balançoire, quelques bouquets de fleurs qui sont là, puis on recrée un peu un espace jardin. Encore là, pour les gens qui ont des troubles cognitifs, c'est intéressant, ils se promènent. Les gens qui n'en ont pas de troubles cognitifs, ça reste intéressant pour eux autres aussi parce que c'est un autre environnement dans son environnement. T'sais. On peut sortir d'une chambre puis retrouver des environnements. Puis pour plein de raisons, il y en a qui aiment mieux pas aller dehors ou il y en a qui peuvent pas pour plein de raisons, là, mais ça recrée quelque chose. Fait que ça permet, ce genre de choses-là, de faire un milieu de vie qui est plus animé. Là. Il y a aussi d'autres idées comme les portes. Donc, il y a dans certains CHSLD, même je pense qu'il y en a un sur la Côte-Nord d'ailleurs, c'est dans une unité prothétique, justement, où les personnes ont vraiment des troubles avancés, là, des troubles neurocognitifs avancés. Ils ont mis sur toutes les portes des chambres des tapisseries de différents types de portes. Fait que, par exemple, la personne, ça a été reconnu, sa maison qu'elle a eue pendant 60 ans, il y avait une porte rouge. Bien, ils ont mis une porte rouge sur sa porte de chambre. Ils ont mis des petites boîtes aux lettres aussi là, à l'entrée des chambres. Fait que ça fait vraiment comme tu t'en vas chez vous, dans ta maison. Puis ça fait aussi que toi, tu le sais,
Tu sais, c'est quelque chose qui est très facilement reconnaissable pour eux que leur porte de chambre à eux est rouge. Ils ne rentreront pas dans la jaune ou ils vont avoir beaucoup moins tendance à rentrer dans la jaune. C'est vraiment pour eux un moyen facile de se reconnaître dans l'environnement puis d'avoir un genre de sentiment d'appartenance. Ça, Audrey, là, j'avoue que cette partie-là, là, c'est comme un peu un souhait caché pour moi, là. J'espère un jour qu'on soit capable. Je sais qu'on est capable de le faire, mais j'espère qu'on va pousser notre démarche assez loin pour pouvoir le faire, pour qu'on prenne en photo la porte de maison ou la porte d'appartement de l'aîné qui va intégrer notre CHSLD, qu'on va pouvoir la reproduire à sa chambre et que la chambre va pouvoir porter son adresse. Mm-hmm. Ça, là, c'est un souhait caché, là, que j'en parle pas beaucoup, là, mais, tu sais. Mais c'est vraiment un souhait que j'aurais que les gens puissent s'identifier vraiment à leur porte de maison, leur porte de chambre devient leur chez eux, leur adresse. Tu sais, on voit souvent dans les troubles cognitifs, on se rappelle moins du moment présent, on va se rappeler parfois des fois plus du passé. L'adresse que tu as eue le plus longtemps dans ta vie pourrait être ton adresse à ta porte de chambre, à la place de s'appeler 270 LB, là. Tu sais, ça pourrait être le 1840 de Madame Ginette, par exemple. Il fallait que j'en parle parce que c'est des possibilités qu'on a présentement. Puis il y a tellement de belles entreprises qui ont mis des choses en place justement pour les CHSLD où on va retrouver des choses le plus normalisantes possible, des meubles. Tu sais, on l'a vécu lors du colloque, on a fait venir des meubles sur notre scène qui étaient normalisants. Ça ressemblait pas d'une chaise d'hôpital, par exemple. Ça faisait le même effet, puis elle rendait le même service, mais de façon beaucoup plus belle. C'est des vraiment bonnes idées. Je trouve que c'est encourageant de savoir qu'on peut aller là. Par contre, c'est sûr que ça amène certains défis, certains enjeux. Quand on pense que, tu sais, en CHSLD, quand même, la durée du séjour, tu sais, c'est en bas de 2 ans, en général, en moyenne. C'est sûr que de tout le temps rechanger la tapisserie, rechanger le numéro de chambre et tout ça, ça peut devenir des enjeux, là, surtout au niveau technique. Quand on a besoin d'un service dans telle chambre, il faut qu'il y ait un numéro de chambre pour qu'on puisse faire la demande, la requête, etc. Quand on demande d'aller faire des soins dans la chambre, il faut que les numéros de chambre aient quand même un peu du sens. T'sais, ça, c'est certains enjeux qu'on a aussi. T'sais, il va en avoir d'autres aussi, les lieux physiques. T'sais, à la Maison des aînés, on a vraiment des espaces pour mettre des choses comme ça en place. Fait qu'on a dans chaque unité 2 espaces d'activités autoportantes qu'on appelle. Fait que c'est vraiment des activités qui sont là pour que les personnes puissent s'occuper un peu au quotidien là, sans que quelqu'un fasse une activité dirigée. Tout dépendant, c'est qui la clientèle qui va être présente dans cette unité-là, ça peut changer. Fait que ça peut être justement dans une unité de troubles cognitifs avancés, ça pourrait être une pouponnière si on a des madames aussi que ça les apaise beaucoup d'avoir des bébés et tout ça. Puis l'autre, ça pourrait être un atelier. Tu sais, par exemple, si on a des gens qui aiment ça gosser, là, comme on pourrait dire, là, qui jouent après tout, qui dévissent les vis de chaise, parce que ça s'est déjà vu en CHSLD, là. Un monsieur qui dévissait tout ce qu'il trouvait, fait que là, ça devenait dangereux. Ben ça pourrait être mis dans une unité que des gens comme ça qui pourraient juste aller là, taper avec un marteau, un petit marteau, des choses comme ça, des outils. Fait que ça apporte aussi vraiment quelque chose de spécial au milieu de vie, tu sais, de pouvoir s'occuper. Comme nous, dans notre quotidien, on s'occupe de façon autonome. Apporter ça dans le milieu de vie, ça peut apporter aussi quelque chose de vraiment le fun. Là. Oui, absolument. Puis j'ai envie, là, tu sais, l'enjeu, là, de temps, de tout ça, là, j'ai envie de répondre à ça, soyons fous, un peu. Soyons fous. Hein? Tout à fait. Trouvons des solutions pour le numéro de porte, pour tout ça. Soyons fous. Je pense qu'il faut être capable de sortir un peu de notre boîte, là. Je continue de l'espérer, du moins. Oui. Je m'en vais là-dessus, c'est sûr, je continue de l'espérer. Le milieu de vie, c'est pas juste physique, comme j'ai parlé en introduction, c'est aussi une philosophie. Comment on fait vivre ça, cette philosophie-là? Comment on réussit à prendre nos milieux institutionnalisés puis d'en faire des milieux de vie à l'intérieur des murs, outre que le physique? Mais je pense que ça part d'une vision que tout le monde s'implique. Tu sais, un préposé aux bénéficiaires qui fait ses soins, c'est correct, il est en train de travailler, fait ses tâches. Mais quand il y a un 15 minutes, un 20 minutes de libre, à la place d'aller jouer sur son cellulaire ou, tu sais, je pense que c'est assez de temps pour animer une petite activité, faire un casse-tête. Fait que si toutes les personnes qui ont un petit peu de temps comme ça s'impliquent, ça va beaucoup animer le milieu de vie. Ça va être plus vivant, ça va peut-être même attirer plus de bénévoles qui, eux, vont pouvoir venir faire des activités aussi. Fait que ça, je pense que c'est déjà une base, là. Tu
sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, je fais partie de la catégorie de personnes qui soient plus âgées puis que je sois dans un CHSLD. J'ai pas besoin là, que tu viennes à côté de moi puis sortir tes tambours puis jouer de la trompette. Là. Assieds-toi puis jase. Hein? Assieds-toi puis jase. Là. Juste ça, là, moi, tu viens de me faire plaisir. Là. Ça va me rappeler plein de souvenirs. Ça va me donner le goût de te parler de mes histoires, de revenir en arrière. Ça va faire travailler ma mémoire. Ça, pour moi, gars, quand on parle de temps accordé aux résidents puis un changement de philosophie, juste accorder un peu d'attention de plein de sortes de façons. Vraiment. Puis même en faisant un soin, tu sais, tantôt je disais, on fait un soin, on fait une tâche, mais pourquoi qu'on discute pas avec ces personnes-là? Je donne l'exemple à la Maison des aînés alternative, je l'ai dit un petit peu dans un autre épisode, on va donner la médication à la chambre. Fait que les infirmières auxiliaires vont devoir amener le résident dans leur chambre pour leur donner la médication. Mais tu sais, pendant ce temps-là, ça peut être un moment, le 5, 10, 15 minutes qui est avec le résident, de jaser un peu, le connaître davantage, en profiter justement pour une discussion sur un sujet qu'il apprécie. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais il s'en rappelle plus ». Mais juste ce sentiment-là, ça reste. Ouais. D'avoir eu cette discussion-là puis d'avoir passé un beau moment là, avec quelqu'un. De là, l'importance de connaître bien l'histoire de vie de la personne pour pouvoir en créer des discussions. Mm-hmm. Quand on parle aussi de milieu de vie, on parle aussi de milieu, bien, évidemment, normalisant, essayer le plus possible de reproduire. Premièrement, arrêter de parler aux aînés comme s'ils étaient tous sourds. Mm-hmm. Ça, c'est une première étape. On part de l'idée que tout le monde n'est pas sourd. Bon. Fait qu'on s'adresse à la personne de façon normale, avec un ton de façon normale aussi. Comment on peut faire en sorte que la personne se sente chez elle? Naturellement, on s'habille en uniforme quand on vient travailler en CHSLD. Puis ça, il y a plein de raisons à ça. Il y a aussi les ordres professionnels, il y a le syndicat, il y a beaucoup de choses qui vont questionner la question du code vestimentaire des employés. J'aimerais vraiment ça, un jour, rentrer en CHSLD et voir que des humains habillés en civil. Parce que pour M. Girard, que tu sois un PAB, que tu sois une infirmière auxiliaire, que tu sois une infirmière, que tu sois une personne à l'entretien ménager, ça lui importe peu. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu appartiens à un titre d'emploi par ton uniforme. C'est pas ça qui est important. C'est le lien qu'il y a avec l'humain en avant de lui. Ça fait partie un peu de mes fantasmes de gestionnaire, de dire un jour, on va réussir ça, puis il va y avoir des portes avec leur numéro. C'est un petit à côté. Des fois, là, je me lance puis je le dis. Mais c'est vraiment intéressant, Annick. Puis, tu sais, on avait même pensé à faire un genre de projet pilote, à voir les personnes qui travaillent de nuit. Est-ce qu'ils devraient travailler en pyjama? Tu sais, pour les personnes qui se lèvent, qui font de l'errance, ça pourrait être un petit indice pour eux que, tu sais, c'est l'heure de dormir ou, tu sais, je sais pas si ça fonctionnerait puis quel effet que ça aurait, mais, tu sais, ça serait quelque chose d'intéressant à essayer, je pense. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de milieu de vie, évidemment, tu sais, toute cette philosophie-là, toute cette sensibilité-là, qu'on va devoir mettre de l'avant dans nos décisions. Comment on peut vraiment faire en sorte que M. Girard se sente chez lui, que Mme Pauline, là, elle a l'impression d'être dans sa cuisine encore avec le monde autour d'elle. C'est sûr qu'on ne peut pas faire l'impossible. On part de milieux institutionnalisés, on part avec des installations qui sont visuellement pas toujours agréables ou qu'on ne retrouvera jamais dans une maison. Mais est-ce qu'on peut faire le maximum? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire plus? Ah, certainement. Définitivement. Bien, évidemment, en CHSLD, quand on parle de milieu de vie, on parle aussi de l'importance que nos loisirs, mais aussi de nos services psychosociaux ont pour l'amélioration. J'ai envie de t'en entendre parler, Audrey. Par rapport aux loisirs, ça a été prouvé que l'importance des activités quotidiennes dans nos hébergements ont des effets très positifs, en fait, sur la réduction des comportements, des troubles de comportement, de l'ennui chez les résidents. Je trouve que c'est très sous-estimé, en fait, l'effet des activités dans les CHSLD. Avec la pandémie, je pense que ça a été mis de côté parce que là, il y avait plein de contraintes. Là, on les connaît, là, les contraintes que la pandémie a apportées, mais je pense que ça l'a justement mis de l'avant que quand les personnes, il n'y a pas d'activité, quand il ne se passe rien, que le milieu n'est pas animé, ça a des effets très négatifs là, sur le comportement. Oui, puis, tu sais, ça fait du pont avec ce qu'on disait, l'implication des proches dans un balado précédent. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'ils peuvent venir en faire de l'activité ou participer à la vie quotidienne de ces gens-là avec chacun leur intérêt, leur passion. Tout ça permet
d'activer le milieu puis de le rendre plus joyeux et agréable là, pour les résidents. Là. Tout à fait. Puis quand tu parles justement qui sont adaptés, bien, c'est important que les loisirs qui sont présentés soient adaptés à la clientèle qui est là. Le bingo, c'est pas tout le monde qui aime ça. Tu sais, oui, il y en a beaucoup qui aiment ça aussi, mais je pense que c'est important de s'arrêter à voir c'est quoi la clientèle qu'on a dans cette unité-là, par exemple, à qui s'adresse cette activité-là, puis qu'on y aille selon, bien sûr, les capacités, les intérêts. Puis ça va faire une grande différence aussi, là. Oui, puis encore là, il va falloir faire preuve d'évolution, hein, parce que présentement, on roule le boulier de bingo. Puis demain, ben, on va peut-être avoir une PlayStation qui s'appellera pas PlayStation, qui va s'appeler je ne sais quoi, mais qui va être branchée à la TV parce que ça va être ça, l'activité de demain. Il y a tout un aspect évolutif encore là qu'on va parler dans les milieux de vie qui ne pourra pas être figé dans le temps. Là, on anime nos milieux de vie à l'image de ceux qui sont dedans, mais il va falloir réfléchir à comment on va l'animer pour l'avenir puis comment on va laisser la place à cette évolution-là. Là. Vraiment. Puis je pense qu'au niveau de notre équipe de loisirs, tranquillement, pas vite, on va commencer à intégrer, par exemple, des récréologues dans nos équipes. T'sais, nous, à la Maison des aînés alternatives, là, on va avoir un récréologue, justement, qui va pouvoir adapter les activités, créer des nouvelles activités selon vraiment la population cible de cette activité-là. Oui. Puis, tu sais, quand on parle de devoir travailler sur l'évolution, de toujours continuer à avancer, ça m'amène à amener le point du service de psychosociaux. Parce que je pense que la place que le service psychosociaux a présentement va devoir grandir avec les années. Parce que nos gens qui sont présentement en CHSLD, ce ne sont pas des gens qui ont été habitués à utiliser ce type de service-là. De rencontrer un intervenant, de rencontrer un psychologue, avoir, tu sais, toutes ces choses-là. Je pense pas qu'il y en a quelques-uns, évidemment, puis on l'intègre, le service psychosocial, un petit peu partout dans notre quotidien. Mais éventuellement, ça va devenir quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse partie intégrante d'un service qu'on va offrir. De plus en plus, on voit la santé mentale en évolution. Je pense que c'est pas une grande statistique que j'en vois là, tu sais, entre qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on vit présentement. On voit une augmentation dans cet ensemble-là. Quand on parle de suicide, quand on parle de... Toutes ces choses-là sont beaucoup plus présentes dans notre société que dans la génération des gens qui sont présentement en CHSLD. Oui, vraiment. Puis je pense que ça va prendre, comme tu dis, un plus grand soutien parce que ces personnes-là qui vont avoir vécu des troubles de santé mentale un peu à travers leur vie, ça ne s'arrêtera pas quand ils vont rentrer en CHSLD ou en maison des aînés ou en ressources intermédiaires, ressources de type familial. Fait que je pense que, comme tu le dis, notre équipe psychosociale va être vraiment mise de l'avant. Puis au niveau des façons d'intervenir, de personnaliser aussi. Je pense qu'on va avoir besoin d'eux de plus en plus parce qu'on veut offrir un service qui est personnalisé, un plan d'intervention qui est personnalisé puis qui répond vraiment aux besoins du résident puis qui part de lui, en fait. La politique va nous amener à changer la façon dont on intervient. Le plan d'intervention ne sera pas fait par nous. Il va être fait par le résident, par ses proches. Puis nous, on va répondre à ce besoin-là plutôt que le contraire. Je pense que l'équipe psychosociale doit vraiment être davantage impliquée aussi à ce niveau-là. Effectivement, Audrey, puis en plus de tout ça, je pense que pour conclure sur le milieu de vie, il y a tout l'aspect extérieur. Il y a un côté un peu questionnable là-dedans parce que au moment où on devient une personne hébergée en CHSLD, on dirait qu'on ne sort plus dehors. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est difficile d'organiser des choses à l'extérieur, c'est difficile de prévoir des choses. Le milieu physique, des fois, le permet, des fois, le permet moins, tout dépendant on est où. Mais ça reste que ces gens-là ont un besoin, comme n'importe qui, d'aller à l'extérieur, de voir la couleur du ciel outre que par la fenêtre. Ben oui, tout à fait. Puis je pense que c'est un point majeur. Tu sais, moi, personnellement, si je prends moi, si tu m'amènes jamais dehors, c'est sûr que je vais faire une dépression. Je pense pas que je suis la seule dans cette situation-là. Puis, tu sais, c'est ce qui est vraiment le fun à la Maison des aînés et alternatives. On a mis un accent là-dessus. Tu sais, la politique nous amène à voir ce côté-là aussi. On a des belles cours intérieures où les personnes vont pouvoir rentrer, sortir un peu comme ils veulent. Tu sais, c'est adapté, puis c'est grand. Il y a de la verdure, un sapin, des plantes, etc. Mais malheureusement, en CHSLD, c'est pas tout le temps le cas. Tu sais, il y a des CHSLD où on a des grands balcons où les gens peuvent aller dehors, puis ça, c'est le fun. On a des CHSLD où il y a des petits balcons, ils peuvent quand même aller dehors, mais c'est un peu moins le fun. Puis il y en a où ils n'en ont pas du tout, puis qu'il faut qu'ils soient accompagnés pour sortir. Mais avec la pénurie de personnel qu'on connaît, le personnel n'a pas le temps d'aller dehors à toutes les 2-3 fois par jour avec les résidents. Là. Ça devient problématique aussi à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a des besoins qui sont non répondus à cause de ça.
Ouais. J'ai envie de te répondre, Audrey, encore là-dessus. Soyons fous. Hein? On peut-tu sortir plus d'un résident à la fois? On peut-tu créer ces rassemblements-là? Puis évidemment, moi, je fais partie de ceux qui disent rarement « j'ai pas le temps ». Je vais plus dire « on va prendre le temps ». Donc, je pense que c'est une façon différente de penser. La politique va devenir un levier important parce que quand on parle de milieu de vie, un milieu de vie, c'est à l'intérieur, c'est les murs, mais c'est aussi à l'extérieur. Tout à fait. Sur ces belles paroles, Audrey Lévesque, merci. Merci à toi, Nick Leclerc. Dans le prochain épisode, on va parler de comment on fait connaître les milieux d'hébergement. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.